Aujourd'hui, je sais qu'il y a plusieurs personnes ici, des patients, des professionnels de la santé. Alors, je voulais avoir des réponses à vos questions et je pense à mes patients toutes les semaines et quelles sont les questions qu'ils posent pendant leur visite à ma clinique. Alors, j'espère qu'avec ma présentation, je peux donner ces réponses avec les nouvelles informations qu'on trouve dans la recherche. Alors, le contenu, on va commencer de démystifier l'origine des gliomes. Quelles sont les nouvelles, ce qu'on trouve de nouveau qui nous donne un sens de l'origine dans le cerveau, pourquoi ces tumeurs se développent. Puis je vais parler au sujet de traitement chirurgical, les nouveaux outils qu'on peut utiliser au moment de l'opération pour réduire le numéro de cellules qui restent dans le cerveau. Et puis, je vais parler au sujet de la radiothérapie et la chimiothérapie. Et finalement, au sujet de les pronostics moléculaires et les nouvelles essais cliniques. Alors, on commence avec les chats ce matin. Nous savons qu'il y a plusieurs types de chats. On compare ça aux cellules neuronales. Et quand il y a une mutation dans le ADN d'une de ces cellules peuvent se proliférer sans contrôle. Alors, on a un chat très beau ici, en noir, qui se prolifère. Et il y a plus de chats noirs que d'autres petits chats. Et nous savons qu'on a beaucoup de chats, c'est très difficile à contrôler cette situation. Alors, c'est une bonne analogie à ce qui se passe avec les cellules cancéreuses au cerveau. Et c'est prouvé. Cette étude en 2013, ils ont analysé l'ADN de 500 gliomes et ils ont trouvé plusieurs mutations. Quelques mutations sont plus communes, comme la mutation de IEGFR ou la mutation de P53. On fait des essais cliniques pour trouver si les tumeurs ont ces mutations et c'est très commun dans le laboratoire à faire ça. Et quelques mutations peuvent donner un espoir à des traitements ciblés à ces mutations. Alors, c'est bon faire ce type de travail pour déterminer s'il y a peut-être de nouveaux traitements qu'on peut utiliser contre ces types de mutations. Mais aussi, ça nous donne plus d'informations sur les différents types de gliomes. Le gliome, c'est comme un mot global, comme un parapluie qui va prendre tous les types de gliomes, mais il y a des sous-types qui sont très caractéristiques, qui se distinguent par leur génétique. Et on peut les nommer. Chaque type a un nom. Les oligodendrogliomes, les astrocytomes et un grade 2, 3 ou 4. Alors, ce tableau, ça montre les différents grades et les différents types de gliomes. Et ce qu'on voit, c'est que chaque type est lié à une mutation ou un changement de l'ADN qui est très spécifique. Aussi, quand on voit le pourcentage de patients d'un certain âge qui développent ce type de tumeur, on voit qu'il y a des variations
entre les différents types, sous-types. Et ça s'est montré en bas que on voit les glioblastomes de type 4 qui n'ont pas une mutation de IDH et dans les gens qui sont plus vieux. Et on voit les autres types de gliomes qui ont un plus bon pronostic dans ceux qui sont plus jeunes. Et on voit la variation ici. Mais il y a différents types de gliomes. Quand on fait l'analyse de l'ADN de chaque tumeur, on voit des différentes mutations, mais l'hétérogénéité n'est pas seulement concentrée sur les différents types de gliomes. On voit une hétérogénéité entre les cellules. Alors, si on mesure les changements de l'ADN de chaque cellule dans une tumeur, on voit qu'il y a plusieurs changements entre les cellules aussi. Alors, il y a beaucoup de changements qui se passent dans ces cellules. Et cette étude nous montre que quand on examine toutes ces tumeurs, on voit beaucoup de mutations dans plusieurs gènes. Alors, quelquefois, c'est difficile à classifier toute cette tumeur, mais si on prend une vue globale, on peut classifier ces différents types dans des classes génétiques de proneural, neural, classical et mesenchymal. Malheureusement, et chaque type génétique a un certain pronostic. Toutes ces études aident de plus en plus à trouver de nouveaux traitements ciblés et à nous donner plus d'informations sur l'origine de ces tumeurs, parce que ce type de mutation se passe occurre dans certains cas, mais pas d'autres. Et nous savons que dans certaines cellules du cerveau, s'appellent des cellules souches neuronales, ces mutations spontanées peuvent se développer. Il y a une étude qui juste vient d'être publiée en août qui nous montre que nous pensons que l'origine, la cellule d'origine de ces gliomes, ce sont les cellules souches neuronales qui se trouvent dans le partie du cerveau qui est très proche des espaces qui sont remplis d'eau dans le cerveau. Ça veut dire les ventricules. Et ces cellules souches, ils restent dans cet espace qu'on appelle l'espace sous-ventriculaire. Et quand ils développent des mutations, ces cellules se prolifèrent et puis envahissent dans d'autres parties du cerveau où ces cellules forment la masse, la tumeur. Alors, ces chercheurs ont étudié ça dans un modèle d'une souris où ils ont introduit une mutation qui est très commune dans les glioblastomes. La mutation EGFRV3. Ils ont introduit cette mutation en utilisant de l'électricité. Ce que l'électricité fait, c'est que ça fait des trous dans dans les cellules pour que le ADN peut rentrer et la mutation s'expresse. Aussi, ces cellules ont une expression d'une molécule qui est lumineuse et qu'on peut la voir sous une lumière spéciale et ça tourne les cellules rouges
alors, les cellules qui ont la mutation, qui expressent la mutation, peuvent être suivies sous le microscope. Et on voit ici, on voit les cellules rouges. Ici, toutes ces cellules sont des cellules souches neuronales qui ont le EGFR-V3. Et au cours du temps, lorsque le souris se grandit, ces cellules bougent. Ils font une migration de l'espace ventriculaire dans l'hémisphère et ils forment une tumeur. Et vous voyez la masse, je n'ai pas une laser ici, mais ils forment une masse, même si l'origine était dans l'espace sous-ventriculaire. Alors, c'est un modèle qui nous offre plus d'informations sur l'origine des gliomes. OK, on change un peu maintenant comment on peut intervenir sur les gliomes. On veut intervenir sur les gliomes. Fausse alarme. Oui. C'est bon? OK. On continue. OK, on change un peu maintenant. On va parler sur pourquoi intervenir sur les on intervient pour établir un diagnostic pathologique. C'est important d'avoir le tissu pour faire toutes ces études moléculaires et pour rendre un diagnostic pathologique. On veut soulager l'effet de masse et l'édème qui causent des atteintes neurologiques. Et on veut éviter de nouvelles atteintes neurologiques, paralysie, problèmes avec la vision, troubles de démarche. On veut réduire le nombre de cellules tumorales pour que la radiothérapie, la chimiothérapie ont plus d'efficacité et on veut prolonger la vie. Je veux vous amener à la salle d'opération maintenant et on va faire une craniotomie. C'est quoi une craniotomie? C'est l'opération qu'on fait pour enlever le tissu tumoral au cerveau. Ça, c'est un écran qui montre la boîte crânienne sur une surface plate. On fait un trou, c'est le rond. Et puis on enlève cette partie de boîte crânienne. Et maintenant, on voit toutes les artères et les veins, la superficie du cerveau. Et avec la neuronavigation, c'est un système de positionnement global, comme GPS. On utilise ça pour déterminer l'endroit où la tumeur est localisée. Et puis on enlève la tumeur avec des instruments de succion. Et on laisse toutes les artères et les veins importants. Et après, on remet la boîte crânienne. Mais est-ce qu'il y a des outils qu'on peut utiliser pour augmenter le pourcentage de tumeurs qu'on enlève? Oui. Peut-être que vous avez déjà vu sur la télévision qu'il y a une technique qu'on peut utiliser avec cette molécule 5-ALA. C'est une molécule lumineuse qui
rendre les tumeurs visibles comme une couleur violet au moment de l'opération sous une lumière spéciale. Et par exemple, si on a complété d'enlever la tumeur avec toutes les techniques qu'on utilise maintenant, il y a un espace. Mais si on utilise une lumière spéciale avec cette molécule qu'on donne par la veine au moment de l'opération ou aussi avec une pilule avant l'opération, on voit des espaces de tissu qui est atteint avec des cellules cancéreuses et on peut chercher cet espace et l'enlever chirurgicalement. Alors, ça augmente le pourcentage de tumeurs qu'on peut visualiser et enlever. Je pense que presque chaque 2 semaines, j'ai une question dans la clinique au sujet de laser. Alors, c'est dans les nouvelles. Le laser, c'est pas quelque chose de nouveau. On a brûlé de tissu cérébral pour plusieurs années avant l'événement du laser. Mais ce qui a changé, c'est que le laser, maintenant, on peut utiliser le IRM pour nous guider et pour contrôler la façon dont on brûle le cerveau. Et je vais vous montrer ça plus tard ici. Mais ce qui est important, c'est que c'est une nouvelle technique d'utiliser cette laser pour les traitements des gliomes. On considère l'utilisation dans des tumeurs profondes, comme localisées dans le thalamus, le corps caillou, le insula. Des tumeurs qui, dans le passé, étaient considérées inopérables ou difficiles à opérer parce qu'ils étaient assez profonds. Aussi, on peut considérer utiliser cette technique dans des cas où il y a des récidives multiples et qu'il y a des chirurgies antécédentes, lorsque le risque d'une chirurgie ouverte est augmenté. Et l'autre importante chose, c'est que il y a une limite de la taille de tumeur qu'on peut traiter parce que on brûle le tissu du cerveau, ça cause de l'inflammation et s'il y a trop d'inflammation, ça peut causer de nouveaux troubles neurologiques. Alors, il y a une limite de la taille de tumeur qu'on peut traiter. Le laser, c'est introduit par une cannula. C'est très, très petite. C'est 2,2 mm. Et c'est mis dans le cerveau par une très, très petite trou, 4 mm, dans le crâne. Alors, la coupeau dans la peau, c'est moins d'1 centimètre de long. Comparé à une craniotomie, c'est plus avantageux parce que c'est très, très petite la région d'introduire. On peut augmenter la température du tissu jusqu'à 46 à 60 degrés Celsius et cette température cause de dommages irréversibles dans les cellules cancéreuses. On a publié ça, c'est une technique de mettre le laser dans le cerveau et de confirmer la position dans la salle d'opératoire avant de rendre le patient sur le IRM. Et puis dans le IRM, c'est très très petit l'endroit où on introduit le laser.
Et comme je dis, le IRM nous guide à donner l'énergie à travers le laser dans la tumeur et à contrôler la température de toutes les parties de la tumeur. Alors, c'est une vidéo qui montre le changement de couleur. Ça indique la température de la tumeur lorsqu'on introduit l'énergie par le laser. Et on peut observer que ça change de couleur lorsque le laser fonctionne. Et c'est très, très précis le changement de température dans la tumeur. OK. Comme je dis, c'est une technique nouvelle utilisée seulement dans très peu nombre de patients. Mais ce qui a été publié récemment, c'est qu'il y a un avantage dans les tumeurs profondes. Et cette groupe a comparé la survie des patients qu'ils ont traités avec le cancer dans le corps calleux à un groupe de patients historiques. Et ils ont vu qu'il y a une prolongation dans la survie dans ces patients si on traite ces tumeurs, que la plupart du temps, on n'offre pas de chirurgie dans cette situation. On offre seulement radiation ou chimiothérapie combinée. Alors, avec toute nouvelle technologie, il faut faire attention. Il y a beaucoup de choses qu'on doit penser avant d'introduire ça dans plusieurs cas. L'accès à la technologie est limité. Ça coûte cher, le système, et aussi chaque cas, ça coûte beaucoup au système public. Alors, c'est important d'avoir beaucoup d'informations sur l'efficacité de cette nouvelle technique avant de l'introduire, par exemple, au Canada, parce que ça coûte très cher chaque traitement. Aussi, les indications, ça veut dire dans quel cas on peut utiliser ce système, sont en développement. Il y a certains chirurgiens qui pensent qu'on peut utiliser dans tous les cas. Il y a d'autres chirurgiens qui pensent qu'on peut seulement utiliser dans certains cas très choisis. Alors, c'est important avoir des essais cliniques dont on pose ces questions pour déterminer les meilleures indications. Comme je dis, le nombre de patients traités est bas encore. Alors, nous commençons à trouver qu'il y a certains risques, qu'il y a des limitations, par exemple la taille du volume, le volume de tumeurs qu'on peut traiter. Et l'efficacité n'est pas certaine à longue durée. Alors, toutes ces questions sont importantes avant d'introduire un nouveau traitement, mais déjà la Santé publique Canada et aussi le FDA ont approuvé le système LIT pour traitement dans le cerveau. La partie qui est plus difficile pour nous, les chirurgiens, c'est de trouver quelles sont les meilleures indications pour utiliser cet instrument. Alors, on change de niveau à ce qui arrive après la chirurgie. Après la craniotomie, après le traitement chirurgical, il y a 3 à 4 semaines de convalescence et puis le début de la radiation et chimiothérapie. Et ça prend 6 semaines pour compléter ce traitement combiné. Et après ça, il y a une chimiothérapie de soutien pour 6 mois et de surveillance.
c'est quoi le traitement radiothérapie? Il y a une étape de planification et fabrication d'un masque. C'est un traitement quotidien pour 6 semaines, sauf les week-ends. Et c'est tous les jours, sauf les week-ends. La radiation, c'est énergie externe qui endommage les cellules tumorales. Et ces cellules, les cellules tumorales sont plus faibles face à la radiation que les cellules normales. Alors, si on voit la cellule tumorale ici, ça absorbe l'énergie et puis ça cause de dommages dans l'ADN et les cellules tumorales meurent au cours du temps. La radiation peut aussi causer des dommages au tissu normal si la dose est trop élevée, et ce qui rend il y a des risques avec la radiation. C'est quoi la chimiothérapie pour le glioblastome? C'est temozolomide, est un comprimé qui est prescrit pendant la radiothérapie et après la radiothérapie, chaque 28 jours. Et c'est pris 5 jours en cycle, 5 jours avec la pilule, 28 jours sans la pilule pour 6 cycles ou 6 mois après la radiothérapie. Le timodar endommage l'ADN des cellules et les cellules tumorales ne peuvent pas réparer le ADN aussi bien que les cellules normales, alors ils disparaissent au cours du temps. La chimiothérapie pour les gliomes a de efficacité. Nous savons ça depuis 2005 et il y avait des indications de ça même avant 2005, mais l'étude qui a confirmé ces observations était le professeur Haggie en 2005, publié dans le New England Journal of Medicine. Et elle a montré que la combinaison de radiation et temozolomide était le plus efficace pour les tumeurs qui avaient un certain changement dans l'ADN, ça veut dire méthylation d'un gène MGMT. C'est très compliqué, je ne veux pas donner trop d'informations, mais en global, c'est que on a les différents tumeurs sont comme les différents types de crème de glace. Par exemple, on a le chocolat, on a vanilla. Et dans ce cas, le chocolat, c'est ceux qui sont MGMT+. Et ces types de tumeurs, cette variation, ont eu la meilleure réponse à la combinaison de radiation et temozolomide. Et c'est la ligne jaune ici. Alors, vous voyez, il y a une grande différence entre le chocolat et le vanilla qui sont MGMT moins. Ils sont MGMT moins, la survie est plus courte. Ce qui nous dit que c'est important faire des investigations sur ces différents types de changements dans l'ADN, dans les gènes, et classifier les tumeurs basées sur les génétiques. C'est une autre étude plus récente qui a classifié les gliomes basés sur la mutation de IDH. La mutation IDH, ça indique un certain type de gliome qui a une survie plus prolongée. Par exemple, le groupe 1 et le groupe 2 et 3, qui est le rouge et le violet ici, ont survie plus prolongée que le groupe bleu, le groupe 4 et 5. C'est le bleu et le vert ici, sur cette survie.
est-ce qu'il y a de nouveaux protocoles? À McGill, on a publié en 2017 un nouveau protocole pour la chimiothérapie néoadjuvante. Ça veut dire on la donne même avant le début de la radiation, dans la période de convalescence. Et puis on donne une radiothérapie et chimiothérapie combinée, et puis chimiothérapie de soutien après ça. Et ce protocole a donné une survie à 4 ans de 53% dans les patients méthylés, ça veut dire les crèmes glacées avec le chocolat. Mais dans le MGMT non méthylé, crème glacée vanilla, c'était seulement 14%, malheureusement. Alors, avec combinaison, changer certaines la période de chimiothérapie, peut-être qu'on peut avoir une survie plus prolongée dans certains types de gliome. Quels sont les essais de demain, ceux qui sont en chemin maintenant? Il y a plusieurs. Alors, je n'ai pas fait un sommaire de tous ces essais parce que si vous faites un Google search ou allez sur clinicaltrials.gov, il y a des centaines d'études à travers le monde. Mais ces études qu'on suit ici en Montréal et Sherbrooke sont indiquées ici. Par exemple, l'immunothérapie. On a complété une étude sur les médicaments contre le PDL1. Il y a un nouveau essai sur la vaccination dans les cas de récidive. On fait une étude chirurgique dont on introduit un virus au moment de la chirurgie, aussi dans les cas de récidive, et ça s'appelle Tocagen. C'est ouvert aussi dans multiples centres, mais à McGill. On a commencé une étude sur la radiothérapie intraopératoire, ça veut dire on enlève la tumeur et puis on donne la radiation au moment de l'opération. On ne attend pas 3-4 semaines pour donner la radiation. Ça s'appelle Intrago, cette étude. Dr. Fortin, il était sur les nouvelles à Sherbrooke. Il a introduit la chimiothérapie intra-artérielle. C'est une nouvelle façon de donner la chimiothérapie après chirurgie. Et aussi, on fait des études sur des anticorps toxiques contre le EGFR. Par exemple, AVI, une molécule dont il y a un anticorps contre le récepteur et puis c'est lié à une molécule toxique. Alors, il y a plusieurs des essais cliniques en chemin et j'espère qu'on va avoir des bons résultats dans le futur et qu'on peut prolonger la survie avec ces différentes molécules et différents protocoles. En conclusion, on découvre l'origine des gliomes plus en profondeur et le rôle des mutations spontanées et les cellules souches neuronales. Les avances chirurgicales aident à augmenter la qualité des cellules tumorales éliminées avant les traitements de radiothérapie et chimiothérapie. Et je vais aussi suggérer que les avances chirurgicales sont très importants pour augmenter la qualité de vie des patients parce qu'on veut enlever le plus de tumeurs possible, mais aussi pas causer de nouveaux problèmes neurologiques. De nouveaux essais en radiothérapie et chimiothérapie sont en cours pour prolonger la vie. Et l'état moléculaire de la tumeur est très, très important pour prédire la survie.
Merci.